L'État français a-t-il délaissé nos banlieues? On en parle tout de suite avec nos invités dans le débat. Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. Il promet des annonces, mais avant cela, il consulte un peu partout. François Hollande a passé sa journée à rencontrer des responsables d'établissements scolaires, des acteurs associatifs, des élus de banlieue. Il s'agit en fait de trouver une réponse aux problèmes des banlieues. Après les attentats de Charlie Hebdo, vous le savez, Manuel Valls a dénoncé l'apartheid social, territorial et ethnique dans les quartiers périphériques où vivent des jeunes, peut-être plus tentés que d'autres par la radicalisation pour sortir d'un quotidien sans perspective. L'État a-t-il délaissé nos banlieues? Que faire pour offrir plus de perspectives à ces jeunes? Que faire pour plus de mixité sociale? Eh bien, on va en parler avec nos invités. Ils travaillent tous sur le terrain, dans les quartiers dits sensibles. Nadia Bellaoui, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes présidente du mouvement associatif. C'est un mouvement qui regroupe, on en parlera, 6000 associations à travers toute la France. Et vous étiez, vous, justement, aujourd'hui à l'Élysée, dans le cadre de cette rencontre avec des acteurs associatifs engagés dans l'éducation populaire. On en parlera dans un instant. Stéphane Baudet, bonsoir. Vous êtes maire UMP de la ville de Courcouronnes, qui se trouve dans l'Essonne, qui est une zone, il faut le dire, urbaine sensible. Vous êtes vice-président par ailleurs de l'association Ville et Banlieue. Vous avez également rencontré aujourd'hui François Hollande dans le cadre donc, de cette rencontre organisée avec des maires et des élus de banlieue. Vous étiez ensemble et vous avez présenté aussi avec Philippe Rio, qui est un maire communiste de Grigny, 14 propositions pour 2014, 14 propositions pour les banlieues, et vous nous direz quelles sont ces propositions. Yanis Roder, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur d'histoire-géographie à Saint-Denis, enfin en Seine-Saint-Denis. À Saint-Denis. Voilà, à Saint-Denis, et vous nous raconterez justement votre quotidien avec les élèves et ce qu'il faudrait faire aujourd'hui peut-être pour leur donner peut-être un peu plus de perspective. Mais avant de commencer ce débat, on va tout de suite écouter, si vous voulez bien, le ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, Patrick Kanner. C'était mardi à l'Assemblée nationale. Nous constatons avec lucidité ce constat extrêmement inquiétant. Dans ces quartiers, la continuation de ce qui a été fait n'est plus possible dans l'État. Il faut changer de braquet. Mon chantier prioritaire, mesdames et messieurs les députés, c'est de casser les ghettos. La concentration des populations les plus pauvres dans les mêmes quartiers, c'est une insulte à la République. Nadia Bellaoui, j'ai envie de dire, les banlieues reviennent à chaque fois sur le devant de la scène après un drame, les émeutes de 2005, la mort de ces jeunes, aujourd'hui les attentats de Charlie Hebdo, et puis on n'en reparle plus entre-temps. Est-ce que ça veut dire que l'État n'a rien fait entre les émeutes de 2005 et aujourd'hui, qu'il ne s'est rien passé ? On ne peut pas dire que l'État n'a rien fait. Je pense même que un certain nombre de dispositifs qui ont été mis en place il y a quelques années produisent des effets et produiront peut-être des effets dans la durée. Mais je crois que ce qui bouge aujourd'hui, l'enjeu d'aujourd'hui, c'est de faire en sorte que on change de représentation finalement sur ce qui se passe dans ces quartiers et qu'on montre combien les populations qui y vivent ont une bonne partie des solutions dont ils ont besoin, et que finalement on renverse l'initiative et que l'État, la puissance publique, les élus accompagnent ou facilitent l'initiative des habitants. Donc l'initiative doit venir des habitants. Stéphane Baudet, est-ce qu'on a sous-estimé, selon vous, la situation sociale dans les banlieues ? Écoutez, moi je suis maire depuis 15 ans, je ne sais pas à combien de commissions, d'audits des banlieues on est invité, mais enfin ça en fait un paquet. Quasiment à chaque fois qu'un gouvernement est nommé, on a le droit ou à une réforme ou à une consultation sur le terrain. Je ne suis pas certain qu'aujourd'hui un spécialiste ne sache pas encore ce qui se passe dans les banlieues. Oui. Voilà, ça nous agace tous à chaque fois d'ailleurs. Mais parce qu'à chaque fois on fait la même constatation, oui, voilà, on fait la même constatation avec une nuance quand même de taille, c'est que la paupérisation, parce que c'est quand même la base, c'est la paupérisation, les quartiers populaires, pour des questions mécaniques, on y reviendra sans doute tout à l'heure, continuent de se paupériser, et pas depuis la crise de 2008. Moi j'ai grandi dans les quartiers des Pyramides à Évry et du Canal, la paupérisation elle a quasiment commencé au choc pétrolier. Enfin, ma génération n'a jamais
connu autre chose que la crise. Après, on peut pas complètement jeter le bébé avec l'eau du bain. S'il n'y avait pas eu la politique de la ville et les crédits dans les quartiers depuis une quarantaine d'années, la situation aurait explosé depuis très longtemps. Donc, on peut ne pas se satisfaire du regard qui est porté sur la banlieue. On peut toujours dire, et on va sans doute l'exprimer avec nos exemples les uns et les autres, que ce n'est jamais suffisant. Mais en même temps, heureusement que des choses ont été faites au fil des années. L'implication des élus, l'implication des associations, l'implication très forte et particulièrement solidaire des habitants, bien plus d'ailleurs dans ces quartiers-là qu'ailleurs. Voilà, donc je partage d'ailleurs, je pense que l'espoir vient plutôt du terrain que l'inverse. Voilà, des habitants et que ce sont les élus comme vous justement qui devez soutenir les initiatives des habitants. Je crois que c'est le cas, c'est ce qu'on a expliqué, au président. Par exemple, quand Nadia Belaoui dit l'initiative doit provenir des habitants, initiative soutenue par les élus, donnez-moi un exemple justement d'initiative que vous, maire de Courcouronnes, vous soutenez, une initiative d'habitants que vous soutenez. Ouais, écoutez, on a par exemple, on vient de créer, parce qu'il correspond au nouveau contrat de ville, mais ça existait avant sous un nom qui s'appelait le FPH, le Fonds de participation aux habitants, c'est très concret, où on avait par exemple une somme d'argent sur des projets de quartier, et plutôt que la collectivité les gère elle-même, on avait demandé candidature à des habitants qui se sont eux-mêmes, avec notre aide, créés en association, et c'est eux-mêmes qui pilotent et qui, d'une certaine manière, distribuent cet argent aux habitants du quartier eux-mêmes pour porter des projets qui peuvent être des projets solidaires, qui peuvent être des projets sociaux, qui peuvent être des projets sanitaires, qui peuvent être des projets d'embellissement de la ville. Voilà, ça c'est très concret. C'est-à-dire qu'on essaye de faire émerger la volonté locale. C'est pas toujours très simple, parce que la question du dessein commun est quand même pas partagée partout dans les quartiers populaires. Je crois qu'il faut, il y a une vraie solidarité des familles entre elles. On retrouve une vraie solidarité autour des équipements publics qui sont bien plus fréquentés d'ailleurs que ce que l'on veut bien nous dire. Mais enfin, la question du dessein commun est quand même pas aussi simple que cela à porter. Yanis Roeder, vous enseignez en Seine-Saint-Denis. Quels sont les problèmes auxquels vous êtes confrontés au quotidien dans votre classe? Problème au quotidien, nombreux problèmes. Je crois que le principal problème pour l'enseignant que je suis au quotidien dans la classe, c'est d'abord comment vous dire cela, le manque d'investissement de la scolarité par certains élèves, qui sont complètement ascolaires, qui n'investissent pas les apprentissages, qui n'investissent pas leur situation d'élève, qui sont évidemment en souffrance, mais qui font aussi souffrir les autres, l'enseignant, le système éducatif. C'est un véritable problème que nous essayons de gérer au quotidien par différents modules qui sont mis en place contre le décrochage scolaire, des aides personnalisées, mais on s'aperçoit que ces aides personnalisées, si vous voulez, sur 2, 3, même 4 ans, au final, il n'en reste pas grand-chose et il n'en sort pas grand-chose. Donc je crois que un des principaux problèmes, et j'étais il y a peu de temps à une réunion avec des enseignants de l'éducation nationale, alors je rapporte leurs propos. Si vous sortez en gros 40 élèves d'un collège de 500, les 40 cas extrêmement difficiles, vous avez un collège qui roule. Voilà, c'est ce que disent certains enseignants. Bon, ça veut dire que ces 40 gamins, il ne faut pas les jeter à la rue, évidemment. Mais il faut peut-être réfléchir, mais beaucoup plus tôt que le collège, à des structures, à des modules, à des moments qui permettraient de les prendre en charge, structures médico-psychologiques, structures avec orthophonistes, structures qui permettraient vraiment un travail de fond avec les parents. Parce que souvent, ce que l'on voit pour ces élèves-là, c'est que non seulement l'élève n'investit pas l'école, mais les parents n'investissent pas la scolarité de leurs enfants et non pas les codes scolaires. Oui, mais alors ce que vous dites aussi également, c'est qu'il ne faut pas justement faire des généralités. C'est-à-dire vous dites, voilà, sur un ensemble, c'est peut-être 40 cas sur l'ensemble d'un établissement scolaire. Je vous parle de 40 cas qui sont problématiques, c'est-à-dire qui empêchent les... C'est pas toute la classe où il y a le problème d'autorité, de respect, qui n'écoute pas. Évidemment que non. Mais voilà, il y en a qui sont investis. Mais je ne parle pas de niveau scolaire. Là, je parle vraiment d'élèves, de gamins qui posent des problèmes particuliers qui empêchent, si vous voulez, ce qu'on appelle le groupe classe, d'avancer comme il devrait avancer. Ce qui est une des clés, et je l'ai rappelé au président, et on lui a d'ailleurs collectivement, tous les maires, demandé des engagements sur cette question. L'une des clés de l'accompagnement que nous pouvons mettre en œuvre, ça a été très bien dit tout à l'heure, on a fait des choses très bien ces dernières années. Il y en a une qui est exceptionnelle, dont on ne parle pas assez, ce sont les programmes de réussite éducative. Pour la première fois dans la culture de la politique de la ville, on a pu avoir des moyens pour traiter les enfants et de facto les familles
par ses enfants sur des cas individuels. Et ça nous a permis, par exemple, justement, beaucoup plus tôt à l'école, d'aller déterminer qu'un gamin qui va rater sa scolarité, peut-être qu'il va rater sa scolarité parce que personne n'a pensé à lui mettre des lunettes sur les yeux, parce que personne n'a pris conscience que le repas qu'il mange à midi à la cantine, c'est le seul repas qu'il va bouffer de la journée, etc., etc. Et c'est cet accompagnement-là qui nous a permis de rentrer dans la famille, lesquels ne connaissent pas forcément la présence, voire même l'existence d'un orthophoniste. Et donc on réaccompagne, on rééduque la famille. Et très clairement, quand on passe par ce biais-là, sur ces familles-là dont on s'occupe, on a des résultats. Après, l'une des difficultés qu'on a évoquées avec le président de la République, toujours très au peuplement, puisque dans les quartiers populaires, c'est quand même l'un des sujets majeurs. Quand on réussit à bien s'occuper d'une famille, on sait le mesurer maintenant. À peu près dans les 18 mois, elle a quitté le quartier et elle est souvent remplacée par une famille qui est encore plus en difficulté que celle qu'on a traitée avant. Mais l'aspect de l'accompagnement individualisé, c'est fondamental. Mais pour rebondir sur ce que vous disiez, une fois qu'on a détecté les problématiques, on est confronté très très vite à la réalité. Le manque de moyens médicaux, le manque de professionnels, le manque d'encadrement. Un rendez-vous en CNPP, en CNPP, c'est quoi? C'est-à-dire pour les centres médicaux psychologiques, un an pour avoir un rendez-vous. C'est une moyenne. Voilà, c'est une moyenne. Vous imaginez comment on peut traiter, aider des enfants, aider des familles quand on a des embouteillages pareils dans les CMPP ou avec les orthophonistes. C'est extrêmement compliqué. Nadia Bellachi, justement, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce que vous faites, Nadia Bellaoui, pour ces jeunes, vous, dans vos associations? Là encore, j'ai envie de vous demander, donnez-moi des exemples concrets. Alors, pour partir de ce que disait le maire de Courcouronnes, à chaque fois qu'on a su créer réellement sur le terrain des partenariats, ça a fonctionné. Mais la conduite de ces partenariats est décisive. On parle des élèves comme ayant des difficultés. C'est vrai qu'ils ont des difficultés, mais nous gagnerions à les considérés aussi comme des alliés pour la réforme de la propre institution scolaire et pour améliorer eux-mêmes leur quotidien. Donc ce qui fonctionne, c'est quand justement on mobilise à la fois des enseignants, des élèves aussi, leurs familles, des associations et des travailleurs sociaux en général, de manière à ce qu'ils concentrent leurs efforts pour que à aucun moment, pour que ces jeunes-là ne nous échappent pas finalement, et que quand une institution faillit, faiblit, une autre prenne le relais. C'est comme ça qu'on envisage, nous, les associations, notre contribution à l'action publique. Oui, mais concrètement, est-ce que c'est pas aussi leur offrir, pardonnez-moi, mais ils vivent quand même en vase clos et on sait combien l'environnement dans la vie a un impact, de faire du sport, par exemple, de les emmener voir des musées, je veux dire, de sortir aussi de cet environnement et de leur donner peut-être d'autres pardonnez-moi, ce serait un mythe de penser que ça ne se fait pas. Ça se Franchement, mais quasiment dans tous les quartiers, on a des dispositifs pour les emmener au musée, les emmener au cinéma, les sortir, les faire venir au gymnase, le sport. Il y a des aides de la CAF qui permettent à n'importe quel enfant, même dans une famille très en difficulté, de faire du sport. Il y a quand même une construction de mythes autour de cela, qui n'est d'ailleurs souvent pas envie d'être encadré, ces jeunes, qui n'aient pas envie d'être dans un club. Ça, c'est un sujet d'ailleurs qu'on a mesuré avec 2 ou 3 audits du ministère des Sports ces dernières années. Chantal Joanneau notamment en avait porté un, et qui montrait la volonté de faire du sport, mais la volonté de ne pas être encadré, qu'on retrouve d'ailleurs dans nos équipements publics. D'ailleurs, une scission très forte entre les filles et les garçons voulant avoir des activités très très libres, les filles n'accédant à l'équipement public que si l'activité est encadrée. Donc il y a un mythe autour de cela. On a tous des tarifications exceptionnelles. Un jeune de mon quartier populaire, il va au cinéma pour 1 € puisqu'on lui donne des tickets. Donc ils ont une accessibilité, avec en plus tous les systèmes pédagogiques qui vont bien pour éviter la gratuité, etc. etc. Donc tout ça, ça existe. Mais en même temps, ça ne suffit pas. Oui. Yannis Roder, le problème de la carte scolaire, est-ce que ça, c'est pas aussi un problème? Parce qu'on parle toujours, on met en avant la mixité sociale. Et j'en reviens toujours à cette idée. Alors, de ghetto, c'est les mots quand même employés par les politiques, par Manuel Valls. C'est-à-dire vraiment d'enfermement, on ne sort pas, on n'a pas de perspective. Est-ce que justement, le fait de tirer ces jeunes peut-être vers d'autres quartiers, c'est-à-dire de permettre à un jeune, s'il a envie d'aller suivre des cours dans un autre département, ou à Paris, ou ailleurs, de pouvoir le faire. Or, aujourd'hui, avec la carte scolaire, on sait très bien qu'on est obligé, que si vous habitez dans tel quartier, vous êtes obligé d'aller dans l'école de votre quartier. Est-ce que ça ne favoriserait pas justement la mixité sociale? Alors, il faut tout faire, à mon sens, pour favoriser la mixité sociale. Maintenant, il faut aussi regarder la réalité. La réalité, c'est que nous avons depuis des années et des années des stratégies d'évitement de familles qui, voilà, que je ne blâmerai pas. Je veux dire, voilà, il y a une réalité sur le terrain qui est souvent difficile à vivre. Certains élèves peuvent même souffrir de ces réalités. On peut comprendre
attendent que des familles soient dans des stratégies d'évitement, soit par des dérogations qu'elles arrivent à obtenir, soit en passant par l'enseignement privé. Bon, voilà, ce sont des réalités. Maintenant, effectivement, les propositions... Mais l'enseignement privé, ça coûte de l'argent, c'est pas... Ça coûte pas toujours autant d'argent. Mais bon, ça coûte, bien sûr, mais il y a des familles pour qui l'école est extrêmement importante. L'administration, c'est lourd. Si vraiment on n'avait pas de dérogation et si l'enseignement privé était si cher, je vous assure qu'on n'aurait pas les mêmes collèges. Hein. Donc voilà, il y a quand même cette réalité-là. Donc de la carte scolaire, vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous dites Je n'ai pas dit ça. Je dis qu'il faut voir la réalité. Je disais justement, j'allais ajouter qu'il faut essayer et offrir plusieurs possibilités à des contingents d'élèves issus de certains quartiers, d'aller dans certains établissements ciblés, un nombre raisonnable pour que qu'il n'y ait pas non plus de problème d'intégration ou dans l'établissement, j'entends, et vice versa. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas essayer? Parce que de toute façon, il faut essayer. Le fait de vivre en vase clos, comme vous dites, et vous avez raison de parler de vase clos, n'est pas enrichissant. Mais ça fait des années qu'on fait le même constat justement du vase clos et on n'en sort pas. Parce que je pense qu'il y a un prisme qui est pas le bon. Moi, j'ai grandi dans ces quartiers-là. Il y a un élément qu'on oublie, c'est qu'on est quand même aussi parfois en train d'essayer de faire le bonheur à leur insu. Ils n'ont pas nécessairement envie de sortir du quartier. Vous regardez toutes les analyses qui ont été faites après la rénovation urbaine, vous êtes entre 85 et 90% d'enfants ou de gens ou d'adultes du quartier qui ne veulent pas quitter le quartier. Moi, j'ai fait partie des 5 communes qui ont mis en place le buzzing. Ce fameux truc américain où on prenait les enfants d'un quartier noir et on les mettait dans un autre quartier. Je l'ai fait pendant 5 ans, cette expérience. Beaucoup de maires ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait pour une raison assez simple, c'est que dans la concertation qu'il y avait à mener, il était très difficile d'aller imposer aux quartiers potentiellement bourgeois d'accueillir dans ces écoles les petits noirs et les petits arabes du quartier populaire. Et bien quand nous on a fait la concertation, c'est pas à cela qu'on a été confrontés. C'est à la non-volonté des enfants du quartier populaire de laisser leurs enfants sortir du quartier. Ça a été ça notre réalité. Mais quelles ont été les raisons? Parce que c'est leur culture, ils ont une culture du quartier, ils ont parfois même une culture de la rue, parce qu'à l'intérieur même de quartier, il y a des sous-classements. On est souvent victime dans l'urbanisation de Dalle des années 70, dans l'urbanisation d'ultra-proximité des années 80, où on a une école tous les 200 mètres, où on n'a même plus la culture du quartier, on a la culture de la rue, c'est-à-dire qu'on a son équipement de proximité qui fait que pendant 15, 20 ans, on va grandir dans un environnement très fermé. Donc culturellement, on a un travail redoutable à faire pour également leur redonner envie de sortir. C'est pas juste parce qu'on décréterait qu'ils peuvent aller à un collège à 20 km qu'ils vont spontanément y aller. Il y en a évidemment qui y vont, mais c'est pas suffisant. On va faire une petite pause, le temps du rappel des titres, et nous a rejoint sur le plateau Malika Bellaribi-Lemoal. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes cantatrice, vous êtes surnommée la diva des quartiers. Vous êtes fondatrice de Une Diva dans les quartiers. C'est un projet, vous allez nous en parler dans la seconde partie du débat, qui vise à encourager l'apprentissage et la pratique du chant lyrique. Voilà, vous serez en concert le 27 mars prochain à la salle Cortot à Paris. Vous nous raconterez votre expérience et ce que vous faites dans ces quartiers sensibles dans la seconde partie du débat. Mais avant cela, le rappel des titres.